Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je souhaite adresser un chaleureux mot de bienvenue à tous les présents. Je tiens à remercier tout particulièrement Cinzia Ioris, pour sa disponibilité pour avoir accepté notre invitation. Euh, Comme vous le savez, le 20 mars et les jours qui entourent cette date, sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie, les francophones des 5 continents sont invités à fêter la langue française. Un peu partout dans le monde, de nombreux organismes, des établissements publics, des écoles, notamment des bibliothèques, organisent des manifestations pour tous ceux qui souhaitent participer à cette grande fête. La conférence d'aujourd'hui est une des nombreuses initiatives prévues dans le calendrier tout public qui est organisé et proposé par l'administration régionale. Hier et aujourd'hui dans l'après-midi, on a organisé auprès des archives historiques régionales 2 visites qui ont porté sur le Conseil des commis. Comme vous savez, organe d'autogouvernement du pays d'Orst né en 1536. Et cela avec le but de parcourir un peu les étapes charnières du passé de ce terroir et d'apprécier un peu le rôle fondamental pour la vie politique et administrative de l'époque. Maintenant, on passe à un autre sujet. On passe de l'histoire à l'archéologie et en abordant un thème, celui de la romanité, qui également touche de près l'histoire de notre région et plus particulièrement de la ville d'Ost. Mais revenons maintenant à Cinzia Ioris. Cinzia, après des études d'archéologie et de lettres classiques à l'Université de Turin, euh, poursuit une thèse au Muséum d'histoire naturelle de Paris auprès d'Henri de Lumley, avec lequel il collabore pendant une dizaine d'années comme archéologue. Après cette expérience, l'activité de Cinzia dans ce domaine et toute sa formation ne sont jamais arrêtées. Son parcours est d'ailleurs si important que je ne saurais le retracer entièrement ici. Mais disons, des musées euh, au chantier archéologique, en passant pour des voyages un peu partout dans le monde, elle a toujours suivi, et cela il faut le dire, il faut le souligner, avec une certaine obstination, une grande passion qui est celle de l'archéologie. Euh, comme à son habitude, elle nous accompagnera aujourd'hui dans un voyage entre la Libye et la vallée du Nil, à la découverte des vestiges extraordinaires de l'Empire romain en Afrique, et en les comparant avec ceux d'Augusta Pretoria. Ce voyage, qui est évidemment un voyage virtuel au cœur de la humanité, sera, à mon avis, certainement nous transmettre de belles émotions et bien sûr l'envie d'en apprendre davantage sur ces lieux. Euh, bon, ainsi, au vu du, au vu de ce thème passionnant et du public, du nombreux public qui n'attend que d'être guidé dans ce périple, euh, c'est avec un grand plaisir que je laisse la parole à Cinzia Ioris. Alors, merci pour m'avoir invité dans le cadre des Journées de la francophonie, parce que par ma vie, par mon expérience personnelle et aussi par idéologie, moi, je suis tout à fait convaincue de l'importance d'une identité. Et l'identité valdôtaine passe aussi par le français. Et donc, je suis ravie d'être là dans ce cadre. Et je pense aussi que dans l'expérience de chacun, surtout dans l'expérience personnelle, tout ce qu'on a en plus, ce n'est qu'un avantage. Et ce n'est que quelque chose qui peut redoubler les choix de vie.
Dans mon cas, le fait d'être enfant du pays, donc d'être né en Vallée d'Aoste, dans une région dans laquelle l'école est bilingue, ça m'a quand même permis, après avoir fait de l'archéologie, des chantiers, beaucoup d'expériences, ça me permet aujourd'hui de faire un métier qui est tout à fait passionnant, parce que moi je travaille pour une agence de Paris qui accompagne et qui organise des voyages dans toute la Méditerranée et en Afrique, bien sûr. Et dans ces voyages, je ne fais pas exactement le guide, mais je conçois l'accompagnement scientifique du voyage même. Donc, c'est quelque chose qui en Italie n'existe pas. Donc, c'est le français quand même qui m'a permis, après des années d'archéologie du terrain, aujourd'hui d'avoir le privilège énorme de raconter en utilisant bien sûr l'expérience que j'ai faite et que j'ai fait dans cette région en Vallée d'Aoste. Donc aujourd'hui, le titre, ce que je vous propose, c'est donc un itinéraire virtuel dans les provinces romaines d'Afrique qui ont constitué dans l'Empire romain géant qui s'est formé autour de la Méditerranée des provinces de frontières. Parce qu'au-delà, il y avait un autre monde. Et ce qui est très intéressant, c'est justement d'essayer de voir quelles ont été les stratégies qui ont été mises en place par l'Empire romain pour intégrer et pour s'intégrer dans des territoires qui n'étaient pas vides, bien sûr, qui étaient peuplés par des civilisations différentes. Et l'intérêt, c'est justement ça, c'est de voir quelles ont été les stratégies. Et pourquoi avec une comparaison avec nous? Mais bien sûr, parce que ici, le territoire valdotin n'était pas vide. Il y avait une civilisation raffinée qui était la civilisation celte. Et au moment où les Romains arrivent et intègrent le territoire valdotin dans une entité politique beaucoup plus grande, ils vont mettre en place des stratégies qui ne sont pas très différentes par rapport à celles qu'on voit dans ces provinces de Finis Empire. Hein. On est vraiment au bout du monde, en quelque sorte. Et ce qui est encore plus intéressant, et c'est par là qu'on va commencer, c'est que au-delà des endroits où les Romains ont habité, et habité romain, ça veut dire qu'ils ont construit des villes, des infrastructures, des routes. Mais au-delà de toutes ces terres qui juridiquement appartiennent à l'Empire, il y a des territoires qui sont des territoires en quelque sorte mixtes dans lesquels les Romains rencontrent d'autres peuples, des territoires dans lesquels ils n'étaient pas véritablement là, mais ils étaient présents au travers des marchandises. Et avec les marchandises, vous savez, ils passent les gens, et avec les gens, ils passent les idées. Et c'est justement par là qu'on va commencer. Et on va commencer par un pays auquel je suis très attachée, c'est le Soudan, hein, donc on est en Afrique. Bien sûr, le Soudan, on est dans le Soudan actuel, et je suis très attachée parce que je crois que tout le monde sait que c'est un pays extraordinaire avec beaucoup de sites UNESCO qui sont aujourd'hui en guerre. C'est une des nombreuses guerres qui agitent l'Afrique, le continent africain. Et on est dans la vallée du Nil. Il faut savoir que le Nil coule pour 1300 km dans l'Égypte actuelle et pour 800 km environ dans le Soudan. C'est la partie du Nil qui a été caractérisée par des affleurements rocheux qu'on appelle cataractes. À côté de la 5e cataracte, ce qui fait 2000 km depuis la Méditerranée, c'est énorme, 2000 km depuis la Méditerranée, il y avait une grande capitale d'une grande civilisation qui s'appelait Méroé. De cette civilisation de Méroé qui se développe exactement dans les mêmes siècles de l'Empire romain. Il ne nous reste pas grand-chose. C'était une citadelle où il y avait probablement des palais qui appartenaient au roi. Ça devait être une grande capitale. Mal fouillée. Aujourd'hui, en plus, les campagnes de fouilles, elles se sont arrêtées, bien sûr. Et de cette grande capitale restent surtout ces tombes que vous voyez derrière moi,
C'est des tombes qui appartenaient à ces rois de Méroé, qui étaient les protagonistes d'une civilisation extrêmement raffinée, qui utilisait le Nil pour être au centre de grands commerces qui reliaient le nord de l'Afrique avec le sud. Donc, c'est une civilisation extrêmement riche. Et regardez la tête qui est sur la gauche. C'est une tête en bronze qui représente Octavien Auguste, dont en quelque sorte qui marque bien un début idéal de cet itinéraire qu'on va faire ensemble, parce que tout le monde sait que la ville d'Augusta Praetoria a été fondée pendant la période d'Octavien Auguste. Et cette tête, elle a été retrouvée là-bas, 2000 kilomètres, elle n'est pas seule, mais elle a été retrouvée avec des centaines de fragments de céramique, des récipients, des amphores, ce qui montre que les Romains, peut-être, ils n'avaient pas des véritables quartiers dans cette ville, mais sûrement, ils avaient des comptoirs. Ils étaient là-bas suffisamment présents pour laisser beaucoup d'objets qui montrent donc une activité de marchand extrêmement importante. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous parlais. Donc, on est à 2000 kilomètres de la Méditerranée, c'est très loin. Les Romains étaient bien là. Ils étaient tellement présents qu'on s'aperçoit qu'il y a des formes céramiques locales qui ont été influencées par la céramique contemporaine de Rome. On va changer de pays, on va se déplacer vers l'est, on va arriver dans l'Éthiopie actuelle. Et en Éthiopie, au nord-est de Addis Abeba, il y avait une ville qui s'appelle Aksum, encore aujourd'hui, et qui était le centre d'un empire tellement grand que les historiens de l'Antiquité disent il y avait dans le monde connu 3 grands empires, les Perses, l'empire d'Aksum et l'empire romain. Donc vous imaginez, c'était une civilisation énorme. Ce que vous voyez dans les photos, c'est des infrastructures hydrauliques. Dans l'Éthiopie, c'est un pays où il y a beaucoup d'eau, mais c'est dans la saison des pluies. Donc il faut être capable, depuis le début de temps, de construire des infrastructures, en fait, permettant de conserver l'eau. Cet empire d'Aksum, donc là aussi, on est quand même très loin, ils avaient des ports sur la mer Rouge. Si on retourne un peu en arrière, vous voyez où on est. On est très proche de la mer Rouge, qui à l'époque, bien avant la construction du canal de Suez, était un couloir extrêmement important. On ne pouvait pas passer directement dans la Méditerranée. Mais il y avait toute une série de liaisons que de la mer Rouge rejoignaient la vallée du Nil ou passaient par terre dans la péninsule du Sinaï. Donc, c'était avoir des ports sur la mer Rouge, ça voulait dire qu'on avait la possibilité de dominer un grand commerce. Eh bien, à Aksum, donc, qui est une civilisation, une capitale là aussi, qui n'a pas laissé grand-chose, mais qui a laissé surtout ces grands obélisques. Donc, c'est de nouveau une nécropole royale. Les empereurs d'Aksum avaient des grandes tombes qui étaient marquées par ces obélisques. Ces obélisques avaient énormément plu à Benito Mussolini. Parce que quand il est arrivé en Éthiopie, en 1935, il en a pris un, il avait fait remonter à Rome, dans la place de Porta Capena. Après, dans les années 2000, on l'a rendu. Mais donc, pourquoi je vous le montre? Parce que si vous regardez bien, ils n'ont pas de comparaison. C'est-à-dire que nous, dans le monde romain, dans le monde égyptien, dans aucun autre contexte culturel, on a des comparaisons de ce langage figuratif. C'est quelque chose qui est autre. Pourquoi c'est important archéologiquement parlant? Parce que ça veut dire que cet empire était tellement raffiné, avait une autonomie politique et de tout point de vue tellement forte qu'il avait pu élaborer un langage figuratif tout à fait autonome. Donc, c'est une grande civilisation. Aujourd'hui, on fouille de plus en plus en Éthiopie et qu'est-ce qu'on trouve? De plus en plus aussi des objets, des céramiques, des amphores d'époque romaine. Est-ce qu'ils avaient des comptoirs? On sait que les Romains avaient des comptoirs, donc pas véritablement des villes, mais des comptoirs
qui avait une vocation strictement commerciale tout le long de la mer Rouge. Donc, on sait qu'ils contrôlaient, en accord probablement avec ces peuples et ce grand empire. Alors, vous voyez ce qui est aussi très intéressant. Je vous avais dit, on a vu les deux capitales, l'Éthiopie et le Soudan, aujourd'hui sont des pays qui peuvent, on peut dire, se situent à l'entrée de l'Afrique noire. Et quand on dit Afrique noire, on dit animaux exotiques, matières premières. Donc finalement, leur importance, c'était qu'ils se faisaient intermédiaires entre deux mondes. Et aujourd'hui, on a l'habitude, nous, de penser que le commerce se fait seulement dans les endroits où c'est facile. C'est paradoxal, mais la vallée du Nil, on remontait les marchandises par le Nil. Sûrement, on les remontait par les voies maritimes. Attention, quand on parle de voies maritimes, il faut toujours penser que la navigation ancienne était par cabotage. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de navigation en mer ouverte. Il y avait de la navigation qui demandait des étapes. C'est pour ça que du sud de l'Afrique, on remontait tout le long des côtes, on rentrait dans la mer Rouge. Mais il n'y avait pas que ça. De plus en plus, les nouvelles études ont montré que tout le désert du Sahara, et il était déjà désert, donc ça n'a rien à voir avec le moment où il était vert. Non, il était déjà désert depuis le début, au moins de l'époque romaine, c'est-à-dire au moment où on commence à utiliser le dromadaire pour se déplacer, parce que ça a changé le monde. Avant, il n'y avait que des ânes. Les ânes, il faut qu'ils boivent beaucoup, donc on ne pouvait pas parcourir des longues distances. À partir des Romains, sûrement à partir des Romains, on va adopter le dromadaire. Et donc, on fait des voies et des itinéraires, des voies caravanières qui traversent le Sahara de l'est vers l'ouest, du nord au sud, avec en fait une fréquence qui devient pratiquement systématique. C'est extraordinaire. Pourquoi on ne les a jamais considérés? Parce que finalement, c'est des peuples qui sont semi-nomades et qui vivent et qui se fondent sur une économie qu'on appelle une économie mixte. Aujourd'hui, on est en train de l'étudier énormément en Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'il y a des oasis dans lesquelles on produit ce qu'il faut pour manger. Et les mêmes peuples qui résident en partie dans les oasis ont aussi le contrôle des voies marchandes avec les dromadaires et donc ils se chargent en fait de ces grands réseaux de commerce. Et après, pourquoi on ne les a jamais considérés? Parce que tout ce qui est semi-nomade, archéologiquement, il est plus difficile de le identifier. Et aussi par une tradition des études, vous savez. On a toujours pensé, on a longtemps pensé que les civilisations urbaines étaient les seules civilisations qui étaient... On a hérité des Romains. Les Romains détestaient tout ce qui était non dans l'urbs. Le terme de urbanitas, qui est un ensemble de valeurs, qui sont les valeurs du respect, de la capacité de vivre ensemble, peuvent se mettre en place seulement à l'intérieur des murs, des limites d'une ville. Tout ce qu'il y a au-delà, c'est sauvage. Et nous, on est un peu les héritiers, parce que ces civilisations-là, qu'on appelle parfois les Berbères ou les Touaregs, en réalité, on ne les a jamais comprises. Pourquoi? Parce qu'on a toujours pensé que, n'étant pas des civilisations urbaines, elles s'échappaient du classement, qui est un classement qui nous appartient. Et alors, on met tout ça et on n'avait pas compris. On pensait, on n'avait rien compris. Après, on a trouvé, vous savez, il y a des villes dans le Maroc du Sud où ils sont conservés 5000 parchemins. Aujourd'hui, c'est des villes dans le désert où il n'y a même presque pas de route. Mais c'est des villes qui étaient à l'époque, pendant l'époque romaine, pendant tout le Moyen-Âge, ont été des villes qui étaient des capitales. Parce que ces voies étaient des voies extrêmement fréquentées. Bien sûr, les Romains, ils les ont connues. Et comment? Là, je vous parle d'une petite ville qui s'appelle Gadamès, vous voyez, là où il y a le cercle rouge. C'est une ville qui est encore aujourd'hui au milieu du désert. C'est à 600 km à sud de Tripoli, dans la Libye. Regardez, c'est très important. C'est une découverte qui a été faite dans ce territoire. Regardez, c'est un araire pour labourer les champs qui est tiré par un dromadaire.
Donc, en fait, c'est le désert. Les Romains, ils l'ont parcouru. Et comment? Ils l'ont très bien connu. Ils étaient là. Là aussi, ce n'étaient pas des villes. Peut-être que dans les oasis, il y avait des quartiers, ou peut-être qu'ils étaient présents autrement. Mais ce qui est sûr, que les objets, et dans ce cas aussi, ce bas-relief, ils étaient très nombreux. Donc, on peut pas, on est sûr qu'il y avait toute cette terre qui était entre les territoires des villes véritablement romaines et ceux qu'il y avait ailleurs, au-delà, il y avait ces frontières extrêmement perméables où ces peuples différents devaient se côtoyer. Voilà, c'est Ghadamès. Aujourd'hui aussi, c'est encore une ville caravanière, c'est magnifique. Hein. La Libye, c'est un pays extraordinaire qui, heureusement, n'a pas du tout été endommagé par la guerre. C'est-à-dire que les sites archéologiques et le patrimoine libyen, ils sont encore là. Et bien sûr, la ville a été refaite plusieurs fois. C'est une ville dans le désert. Mais dans plusieurs endroits, on a découvert des petites colonnes, donc avec des objets qui parlent romain. Et on n'a pas de doute. Donc là aussi, ils étaient dans quelle forme? On n'en sait rien du tout, mais ils devaient être quelque part. Et je fais un petit détour de l'Afrique, parce que justement, toujours en parlant des Romains, là on va se déplacer, c'est une région dont on parle beaucoup dans ces jours-ci, c'est la péninsule arabique. On est en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un autre pays extraordinaire avec un patrimoine archéologique qui est surprenant. Et ce que vous voyez en rouge, c'est la voie de l'encens. La voie de l'encens, c'est une voie qui existe depuis au moins l'époque égyptienne, c'est-à-dire depuis le moment où on a commencé à penser que l'encens, qui est une résine qui pousse, qui provient des arbres d'encens, qui pousse naturellement seulement dans le Yémen et dans le Corne d'Afrique. C'est-à-dire que dans aucun autre endroit du monde, il y a des arbres à encens. Il est peut-être pour cette raison, que le fait qu'ils soient rarissimes, ces arbres, ont fait imaginer, depuis les pharaons, que l'encens qui était allumé pouvait effectivement servir pour matérialiser la divinité sur terre. Donc, à partir du moment où on pense ça, on va développer cette voie que vous voyez. Les deux villes saintes de l'islam, la Mecque et Médina, ne sont que deux étapes. Ce sont des villes, bien sûr, aujourd'hui, c'est des villes saintes, mais au départ, n'étaient rien d'autre que des étapes, où il y avait des sources d'ailleurs, des étapes sur cette voie caravanière. Qui gère la voie caravanière? Une population que je pense tout le monde connaît, qu'on appelle les Nabatéens. Là, on est dans un site important de l'Arabie Saoudite qui s'appelle Aloula. Les Nabatéens sont ceux qui ont construit Pétra en Jordanie. C'est une population qui habite, qui avait des oasis, qui étaient des sémi-nomades, des grands marchands. Là, c'est le site d'Arabie Saoudite. Regardez ceux qui se font construire à la périphérie de la ville. Donc, c'est des grands, des marchands extrêmement riches qui se font construire des grands monuments funéraires. Et si vous regardez bien dans le monument funéraire, surtout dans les décors, vous voyez, voilà l'utilisation de ces frontons de temples et l'utilisation de ces petites, vous voyez, il y a des petites décors en forme des petites colonnes comme des triglyphes. Vous voyez, ça ressemble le devant d'un temple grec. Et romain, les Nabatéens sont des contemporains des Romains. Vous savez où ils avaient un de leurs plus grands comptoirs? Dans la ville de Pozzuoli, à côté de Naples. Et ils avaient d'autres comptoirs à Delos, qui est une des îles des Cyclades. Donc ces Nabatéens étaient des marchands. Et non seulement on sait, ils étaient à Pozzuoli, c'était presque à l'intérieur, presque à côté de la capitale. Donc
ils sont des partenaires premiers du monde romain. Et là aussi, il y a des centaines de témoignages et des partenaires tellement importants, effectivement, qu'à un moment donné, on arrive presque à partager non seulement les marchandises, mais comme je vous disais, très souvent, avec les marchandises, passent les idées et passent aussi les langages figuratifs. Et on va retrouver ce genre de... Voilà. Alors, donc, tout ça, tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant, on le comprend pourquoi. Parce que ça vous donne une idée des commerces. C'est énorme. L'Empire romain avait la capacité de faire arriver des marchandises depuis la Chine. Donc, qui transitaient par le nord, peut-être les voies de terre de la voie de la soie, ou sinon par la voie maritime au travers de l'Inde, après remonter la mer Rouge, par exemple, ou aussi les voies internes. Et là, on va passer, au contraire, aux endroits où les Romains ont véritablement réorganisé le territoire. Ça veut dire qu'ils sont arrivés, il y avait des modalités de vie qui étaient différentes. Et là, dans tout ce rouge que vous voyez, là, par contre, dans l'Afrique, vous la voyez bien, aujourd'hui, on va parler de la partie est de l'Afrique, dans ce qui correspond aujourd'hui à la Libye et à l'Égypte. Donc, vous voyez bien que là, ils y étaient. Ça veut dire qu'ils ont construit des routes, ils ont réorganisé le territoire, ils l'ont exploité et ils ont construit des villes. Le cas de l'Égypte, on va commencer par ça, parce que vous le voyez sur la droite, c'est un cas un peu particulier. Si vous regardez dans le restant de l'Afrique, les villes romaines, dont les provinces romaines, sont presque exclusivement sur le bord de la Méditerranée. L'Égypte, il suit le Nil et il arrive bien plus au sud. Alors, vous voyez, dominer l'Égypte, c'était compliqué. Parce que l'Égypte, c'est un pays qui est très long. C'est un peu comme la péninsule italique, dans d'autres périodes historiques. C'est-à-dire que depuis le début des temps, les pharaons avaient bien compris que ce pays est divisé en deux parties. Il y a une partie méditerranéenne, qui est celle qu'on appelle du delta, qui est la partie, vous voyez, où on voit des fleuves différents. Et là où, à l'époque romaine, il y avait une ville extrêmement importante qui avait été fondée par Alexandre le Grand, qui s'appelait Alexandrie. Et après, il y avait toute la partie de la vallée du Nil, ce qu'on appelle la Haute-Égypte. Et là, c'était très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est une civilisation ancienne, parce que les Romains, finalement, n'avaient pas énormément d'intérêt de construire et de réorganiser les terres. Ce qui les intéressait, c'était de pouvoir contrôler le Nil. Et de pouvoir contrôler le Nil, les passages entre le Nil et la mer Rouge, donc c'était des questions commerciales. Finalement, ils se sont posé la question, comment on va faire pour contrôler un territoire si vaste? Et en réalité, la question, ils se l'étaient déjà posée, ceux qui les avaient précédés. Là, je vous ai mis une image de Cléopâtre. Ce n'est pas une image auquel on a beaucoup l'habitude. Vous savez que Cléopâtre est la dernière descendante d'une dynastie qui n'était pas du tout égyptienne, qui venait de Macédoine. Cette dynastie s'appelait la dynastie des Ptolémées. Et c'est une dynastie qui dérivait d'un des proches de Alexandre le Grand. Donc, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Quand on l'imagine, elle n'a jamais été égyptienne, elle était macédonienne. Et dans tout ce qu'on se figure, très souvent, c'est faux. Et elle, c'était la dernière descendante de cette dynastie qui avait eu le même problème des Romains. C'est-à-dire, on a une capitale qui est sur le bord de la Méditerranée, qui est Alexandrie. Comment on va faire pour gérer tout le reste? Et alors, la stratégie la plus simple, dans ce cas-là, les Romains n'ont fait qu'apprendre très bien la leçon, c'était d'essayer de s'appuyer sur ceux qui étaient restés sur place. Et qu'est-ce qu'il y avait sur place? Il n'y avait pas de ville en Égypte. Tout au moins, pas beaucoup de villes, mais il y avait des temples. Et ces temples étaient des véritables points de pouvoir. Parce que dans les temples, il y avait des clergés
qui était extrêmement puissant. Et alors, ben, voilà, la stratégie la plus facile et la plus efficace, avec tout compte fait beaucoup moins d'efforts, c'était d'utiliser ce qui existait déjà. Et alors, comment on fait, puissance qui arrive de l'extérieur, comment on fait à convaincre le clergé local à réorganiser les terres, en fait, au nom de quelqu'un d'autre? Eh bien, c'est très simple. On refait les temples. On élargit des montagnes d'argent énormes, énormes. On va donner au clergé local. Et le clergé local, en échange, en fait, c'est un remplacement comment on peut dire, d'entités, d'organismes politiques, mais en réalité, ça ne change pas grand-chose. Et c'est ce que les Romains ont fait. Regardez la vallée du Nil et regardez les cercles que je vous ai mis en rouge. C'est tous les temples qui ont été, certains, complètement reconstruits à l'époque romaine. Donc, c'était des temples qui existaient, hein, mais ils les ont transformés, agrandis, repeints, tous à l'époque romaine. Je vous en montre quelques-uns. Vous voyez que c'est des temples qui ne sont pas romains, hein, c'est des temples égyptiens. Hein, ça, c'est un temple à Hathor, ça, c'est le site de Dendera. Ça, c'est un temple qui a fait la croisière sur le Nil. C'est le temple qui fait face au Nil, qui s'appelle Komombo. C'est un temple qui a été voulu par l'empereur Tibère. Donc, ce n'est pas du tout un temple pas égyptien dans le sens qu'il n'a pas été construit à l'époque de l'Égypte ancienne. Pour arriver au grand sanctuaire, ça c'est un des sites les plus importants de la vallée du Nil, ça s'appelle le sanctuaire de Philae. C'était un grand sanctuaire dédié à Isis. Il était tellement important que bien après la diffusion du christianisme, il continuait d'être un centre religieux. Il a fallu que l'empereur Justinien, au VIe siècle après, vienne pour fermer les portes du temple, parce que le sanctuaire continuait à marcher. Isis était une divinité puissante qui a rencontré énormément de succès. Alors vous voyez, là les Romains, ils ont entretenu, refait la plus grande partie du sanctuaire. Je dirais que les 2/3 appartiennent à l'époque romaine. Là, on est un peu plus tard. C'est surtout l'empereur Hadrien. Et après, la seule chose qu'ils font, de nouveau, c'est ce que vous voyez entouré par un cercle rouge, c'est-à-dire qu'ils vont construire un arc de triomphe. Hein, un des derniers empereurs du monde romain, qui s'appelait Dioclétien, va construire cet arc de triomphe. L'empereur Trajan, lui, il va construire un kiosque, qui est celui que vous voyez sur la gauche, qui servait pour abriter le bateau qui transportait la statue de Hathor. C'est un sanctuaire qui était dédié à Isis Hathor. C'est un sanctuaire féminin. Et regardez, voilà l'empereur Trajan, sur la gauche. On le sait parce qu'au-dessus, il y a des cartouches, et dont on est sûr, parce que dans les cartouches, il y a le nom de l'empereur Trajan. Alors, vous voyez, qu'est-ce que pour nous, c'est intéressant? Ben ça, le fait qu'il se fait représenter en train de offrir à la divinité, dans ce cas, c'est Isis, qui est assise devant lui. Il offre cette petite statuette dans la main. C'est une petite statuette qui symbolise l'offrande principale que Pharaon doit faire aux dieux pour garantir la survie du pays d'Égypte. Dans tous les temples égyptiens, tous, il y a Trajan, à partir de Tibère jusqu'à Dioclétien, ils sont tous représentés comme ça. Donc, est-ce que on avait pensé, c'est un acte de présomption? Mais non, ça n'a rien à voir. De toute façon, Trajan, là, il n'est jamais venu. Probablement, il n'a jamais parcouru la vallée du Nil. Mais il était présent et remplacé de cette façon. Ce qui l'avait précédé, c'est une stratégie extrêmement puissante. Ça, c'est la Libye. Vous savez, la Libye, aujourd'hui, c'est un pays qui, formellement, est une seule nation. En réalité, toute l'histoire de la Libye a été une histoire double. Parce que, vous voyez, il y a des villes, toutes ces villes qui sont marquées, vous voyez qu'elles sont séparées par un golfe.
Celui-là, c'est le golfe de la Sirte. C'est un des endroits les plus dangereux de la Méditerranée. On ne peut pas passer. Et surtout dans l'Antiquité, on ne pouvait pas le traverser. Ce qui fait que la Libye, avant que l'Italie arrive en 1911 et qui décide qu'il fallait faire un seul pays, en oubliant totalement l'histoire du pays qui venait des siècles et qui répondait à une caractéristique morphologique, la Libye a suivi deux destinées complètement différentes. Dans cette partie, sur ma droite, sur la droite, vous voyez où il y a Cyrène. Si vous regardez au nord, vous arrivez à la Crète. L'île qui est au milieu de la Méditerranée, c'est la Crète. C'est la Crète, après il y a les Cyclades. Donc, toute cette partie de la Libye, depuis le début de l'expansion grecque, a été l'objet de celle qu'on appelle dans les livres la colonisation grecque. Donc, Cyrène, Apollonie, c'est des villes qui sont des villes grecques, qui sont là depuis le 7e, le 6e siècle. Donc là, au moment où cette partie de la Libye est intégrée dans le monde romain, les Romains se retrouvent une civilisation extrêmement riche. Cyrène était un des centres grecs les plus connus de la Méditerranée, où il y avait un sanctuaire à Apollon qui était extrêmement connu et extrêmement puissant. Les Romains arrivent et ils rencontrent une civilisation qui est grecque et qui s'exprime de tout point de vue par ce langage. Ça, c'est une vue de cette ville. Alors, le premier, ça c'est l'entrée. Alors, le premier grand bâtiment qu'on va rencontrer, là, on est en train de rentrer dans la ville romaine. D'accord, Cyrène avait été une ville grecque, mais tout ce qui reste aujourd'hui et qu'on peut visiter, c'est la dernière phase de vie. Donc, on est au 2e, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, en plein Empire romain. La première chose qu'on rencontre quand on rentre dans la ville, c'est ce grand bâtiment qui est énorme et qui est un gymnase. Le gymnase, c'est une structure éducative qui était très importante au centre de l'organisation sociale grecque, dont Rome, qu'est-ce qu'il fait? Arrive dans une ville qui était parfaitement organisée et une des premières opérations, parce qu'on le sait, c'est le bâtiment qui a été restauré le plus, en fait, le nombre le plus important de fois, ce qui veut dire compter beaucoup. Donc, il y a récupération d'une structure qui était fonctionnelle à l'éducation, mais aussi à l'organisation sociale, parce que dans les gymnases, on formait les classes d'élite et les classes dirigeantes. Donc, Rome, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde cette structure très importante et elle continue de la transformer. Sur le deuxième bâtiment, on est plus tranquille, parce que c'est ce qu'on a dans notre ville d'Aoste. Le théâtre est une autre institution culturelle grecque, mais il rentre à plein gré dans le monde romain. Les Romains vont élaborer les modèles de ce théâtre. Ils vont même imaginer des spectacles nouveaux qui vont être produits dans les théâtres, et le théâtre va devenir partie fondante de la vie culturelle du monde romain. Après, on continue et on arrive à une grande place comme celle qui est partiellement conservée dans notre place de la cathédrale. C'est le forum. Dans toutes les villes romaines, vous savez, il y a un forum au croisement des deux rues principales. Le forum, ce n'est que la transformation de l'agora grecque, qui était un espace public, un espace vide, l'espace public, dans lequel se déroulaient les activités administratives, politiques, les plus importantes de la ville. Les Romains arrivent, l'agora est entretenue, on va ajouter des bâtiments et surtout, on va ajouter ce que vous voyez quand vous passez dans la place de la cathédrale, personne s'en aperçoit, mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur le dallage de la place de la cathédrale, il y a des dalles d'une couleur différente. C'est celle qui évoque les deux temples jumeaux qui étaient au nord de la place du Forum. À partir de l'époque impériale, ces forums
qui sont des places où on se rencontre et où c'est un peu la place, le symbole de la ville, de l'urbanitas, c'est donc de la capacité de vivre ensemble. À partir de l'époque impériale, sur la place, quelque part, on va ajouter un temple, 2 temples, 3 temples. Peu importe à qui ils sont dédiés. Ce qui compte, c'est qu'il faut mettre un temple. Pourquoi? Parce que qui gouverne doit le faire avec la pax deorum, c'est-à-dire avec l'accord des dieux. Et donc, si dans l'espace public, le symbole de la ville, je mets des temples, ça veut dire que j'ai été capable d'obtenir l'accord des dieux et que donc mon action politique sur Terre s'inscrit dans une destinée divine, parce que moi, gouverneur, j'ai été capable de toute une série d'opérations et de rapports avec les dieux que les Romains appelaient la pietas, et qui est un des éléments fondateurs de la pensée romaine. Donc, dans l'agora grecque de la ville de Cyrène, il n'y avait pas de temple parce que les temples, on sait qu'ils étaient ailleurs, dans l'acropole. Avec les Romains, dans l'agora, on va commencer à construire des temples. Bien sûr, il y a des temples, c'est une ville grecque, hein. Il y a des temples, regardez comme c'est beau. Alors, quand vous allez en Libye, tout ça, c'est au milieu de la campagne maintenant, parce qu'il n'y a plus de touristes. Donc, tout est intact. Et il n'y a personne, en fait. On est seul. Il y avait des chevaux. C'est vraiment extraordinaire. C'est un grand temple à Zeus, qui devient un temple à Jupiter. Donc, finalement, là aussi, les Romains arrivent, la ville est grecque, il y avait des divinités, il y avait une topographie sacrée. On va reprendre la topographie sacrée et on va entretenir et peut-être un peu modifier. Parce que si vous regardez sur la droite, c'est une photo, malheureusement, quand j'accompagne, je ne peux pas, comme je dois parler, expliquer les monuments, c'est très compliqué de faire les photos. Mais si vous regardez, dans cette partie, il y a des lettres. Iovis, on connaît Iovi, donc le Zeus grec est devenu le Jupiter. Donc les Romains, non seulement intègrent le temple et continuent de l'utiliser. Après, bien sûr, il y a des transformations et des nouveaux apports qui sont plus délicats et très, comment on pourrait dire, un peu plus raffinés. La civilisation romaine résonne par des marbres. On peut parler d'une rhétorique des matières premières. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'à Rome, dans les grandes villes de l'Empire, on décide, selon les périodes, quelles sont les matières premières pour les bâtiments qu'on va estimer à la mode. Il y a des périodes, sous Septime Sévère, il n'y a que des marbres qui viennent d'Asie. Après, un peu plus tôt, il n'y a que des marbres qui viennent d'Égypte. C'est une mode qui est élaborée et qui a un but très précis. C'est-à-dire qu'il faut que dans n'importe quel fragment de l'Empire romain, le Romain qui se déplace ou l'étranger qui arrive ait l'impression que Rome, c'est un empire universel. Et donc, on s'est aperçu que depuis le 1er siècle, où on utilise, par exemple, là, c'est le marbre Bardiglio, du matériel local, on s'aperçoit que plus on avance et plus le matériel local intéresse moins. Mais ce qui va intéresser, c'est qu'on va importer de partout des nouveaux marbres. Et c'est avec ces nouveaux marbres qu'on va décorer les établissements publics. Vous voyez, c'est une forme de diffusion d'un goût qui, à force de se diffuser, devient commun. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Et après, à Cyrène comme ailleurs, transformation d'un bâtiment qui était quelque chose d'autre, on ne le voit pas très bien, il devient un amphithéâtre. Donc, il y a quand même des rajouts, il y a des nouveaux bâtiments. C'est celui qui est conservé dans le couvent des sœurs de Saint-Joseph. C'est l'amphithéâtre, qui devient dans le monde romain extrêmement important. Pourquoi?
parce que c'est un nouveau bâtiment qui est député accueillir des spectacles, qui sont des spectacles de gladiateurs, des chasses exotiques, et qui va composer une sorte de manifestation ludique, d'ailleurs il les appelait ludi, qui était composée par des spectacles de théâtre, des jeux de gladiateurs, des chasses et des jeux sportifs dans le cirque, avec des courses de chars. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on va ajouter. Et après, on va ajouter quelque chose d'autre aussi que les Grecs ne connaissaient pas, qui sont les thermes. Alors, c'est curieux parce que si vous allez à Rome, les thermes les plus grandes en dimension, c'est celles les plus récentes. On s'est aperçu qu'à fur et à mesure que le pouvoir romain progresse, on réduit les interventions dans le forum et on augmente la dimension des thermes. C'est peut-être en relation avec le fait que les thermes étant le bâtiment dans lequel se déroule le temps libre, le otium, peut-être que dans un système qui devient de plus en plus totalitaire, le contrôle du temps libre est un instrument qui est de plus en plus recherché. Dans toutes les villes, donc, que ça soit grec comme dans ce cas, et tout à l'heure on verra des villes carthaginoises, les thermes, elles sont toujours présentes. Donc, maintenant, je vous montre rapidement les autres villes grecques de la même région, donc de cette Cyrénaïque. Vous voyez de nouveau des théâtres, des forums. Donc, c'est exactement la même chose. C'est des villes grecques, mais les Romains interviennent, rajoutent quelque chose, transforment, et dans les forums, ajoutent le temple. Et là, regardez de nouveau ce discours sur les marbres. C'est toujours, c'est les mêmes marbres qu'on utilise à Apollonie, au fond, en Afrique, sont les mêmes qu'on va utiliser à Trévire à la même époque. Ce qui veut dire qu'on a un monde qui partage un goût d'une façon qui est extrêmement forte. Regardez, un autre, là c'est une ville qui est très mal conservée, mais c'est une ville un peu de l'intérieur. De nouveau, on retrouve exactement la même chose. Le choix, et là, dans ce cas, il y a un bâtiment, un monument funéraire. Celui, il est bien romain, parce qu'il est daté au IIe siècle après. Vous voyez qu'il n'est pas très différent que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Après, on va passer de l'autre côté, et là, les Grecs ne sont jamais arrivés. Et là, avant les Romains, il y avait Carthage. Donc, il reste 3 villes, l'actuelle Tripoli, Sabrata et Leptis Magne. C'était 3 villes carthaginoises. Carthage était un peu plus à l'ouest et avait fondé ces 3 villes, qui sont des villes qui sont au bout des grandes voies caravanières qui traversaient le désert. Donc là, c'est des villes où il n'y avait pas de culture grecque, d'accord ? Il n'y avait rien, il y avait autre chose. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait parce qu'ils n'ont pratiquement pas trouvé de traces. Donc, peut-être c'est des villes faites avec, sûrement pas en marbre, parce que sinon on a retrouvé des structures. Donc là, c'est un peu comme à Aoste, c'est-à-dire les Romains arrivent dans le territoire d'Aoste, il n'y a rien avant, ou tout au moins pas assez, pour influencer le nouvel aspect de la ville. Et donc, voilà la stratégie qui n'est pas très différente que celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, le forum, avec abondance de marbre. Dans le forum, un grand temple qui, cette fois, c'est très intéressant parce qu'il est dédié à une divinité qui s'appelle Liber Pater, qui est une divinité que dans le monde romain, on avait oubliée depuis des siècles. C'est une ancienne divinité italique qui était associée à la fertilité. Les Romains arrivent ici, il devait y avoir des divinités puniques avant, carthaginoises. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas les effacer. On ne peut pas les intégrer dans quelque chose probablement de parfaitement précis, comme un Jupiter.
on va aller reprendre une ancienne divinité, qui est une divinité qui peut-être était encore un peu fluide, et on va l'utiliser pour construire un temple à Liber Pater. Donc, une divinité qui est romaine, mais qui en même temps, c'est un peu une divinité carthaginoise. Parce que ce n'est pas la même qu'on va trouver à Rome. Et surtout, à cette époque, à Rome, elle avait déjà été presque oubliée. Alors, vous voyez, là, on est en Tripolitaine, c'est déjà l'Afrique. Vous avez vu que la côte africaine, la Cyrénaïque, c'est plus au nord. La partie de Tripoli, c'est plus au sud, c'est déjà l'Afrique. Donc, non seulement la Libye est faite de deux histoires différentes, mais deux climats, deux régimes pluvieux, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir entre eux. Deux traditions éno-gastronomiques différentes, c'est deux mondes, vous voyez, complètement séparés. Voilà. Et là, comme il n'y a rien, comme il n'y a pas, voilà, qu'est-ce qu'on va construire? Un théâtre. Mais on ne va pas le faire à la grecque. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher un versant. De toute façon, ils n'en avaient pas. Mais ils vont faire un théâtre comme le nôtre. Le nôtre, il est rectangulaire, peu importe. Mais, en plus, vous savez, là, les Italiens ont été longtemps en Libye. Nous, on était les partenaires. Donc, les archéologues italiens, encore maintenant, ils travaillent beaucoup. Et dans une époque où on faisait, je ne dis pas moins attention, mais on a beaucoup remonté. On a bien remonté. Mais c'est pour ça qu'il y a des bâtiments qui sont extraordinaires, comme celui-là, regardez. Donc, c'est un théâtre qui est exactement comme le nôtre, seulement que, bon, bien sûr, bien plus grand. Vous voyez, si on va le revoir, c'est un grand théâtre avec beaucoup de gradins qui s'appuient sur des structures exactement comme dans le nôtre. Seulement que là, le périmètre, il est sémicirculaire. Donc voilà, les Italiens, je vous disais, sont arrivés là-bas. Je fais une petite... Vous savez qu'actuellement, en Égypte, les équipes scientifiques occidentales, européennes, remontent les bâtiments. C'est systématique. Les Français et les Italiens, au Soudan aussi. C'est très curieux. Nous, quand on fouille ailleurs, on remonte. Et je veux dire, on crée des sites qui sont extraordinaires. Ici, non. Ici, on ne peut pas. C'est une forme d'hypocrisie extraordinaire. Parce que les mêmes, chaque fois que je vais en Égypte chaque année, il y a là, ils sont en train les Français de travailler sur le Ramesséum. Il est un peu plus grand. Mais ils ne le font pas comme ça. Ils le font avec des modalités scientifiques. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on l'a fait. Là, probablement, quand les fouilles vont reprendre et que les universités vont retourner en Libye, peut-être on va continuer de le faire. Il y avait suffisamment d'éléments pour pouvoir remonter. Alors, après, vous voyez, là aussi, on est dans une ville qui était carthaginoise. Ça, c'est des Carthaginois. Vous devez penser que l'empereur Septime Sévère, tout le monde se moquait de lui parce qu'il n'avait jamais appris le latin. Convenablement. Il était de Leptis Magna, donc à côté de Tripoli. Ce qui veut dire que ces habitants de Sabrata étaient quand même encore des Carthaginois, qui s'exprimaient probablement formellement en latin. Le grec, là, c'était pas. Mais qui ont gardé pendant très longtemps des institutions et un cadre administratif qui était carthaginois. Ils avaient encore des magistratures, des magistrats carthaginois très longtemps. Mais par contre, ils habitent dans des maisons qui sont romaines, avec des goûts, avec des mosaïques, avec un langage figuratif qui est sûrement romain. Attendez. Et après, quand ils se font enterrer, ils vont par contre faire des monuments funéraires qui ne trouvent aucune comparaison dans le monde romain, mais qui trouvent beaucoup de comparaisons avec le monde phénicien. Alors, ce que je voulais vous dire, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de... Autrefois, les Français avaient inventé le terme de gallo-romain. C'était très bien. Ce qui n'était pas bien, c'est qu'il n'y a pas que le gallo-romain. Il y a le punico-romain, il y a le... Parce que cette romanité qui se déplace par rapport à Rome, elle ne reste pas, elle change, elle prend des éléments et elle se transforme dans quelque chose d'autre.
Alors là, c'était la capitale de cet empereur. On est au début du IIIe siècle. Il s'appelait Septime Sévère. Vous savez pourquoi l'arc de triomphe? Il y a des arcs de triomphe partout comme le nôtre. Parce que l'arc de triomphe avait une longue histoire. C'était l'endroit, avant, il les faisait pas en mur, hein, il les faisait avec des structures qu'après on démontait. C'était des sortes de grandes structures sous lesquelles on passait. Le général qui rentrait victorieux des guerres passait sous l'arc et avec tous ceux qu'il avait pris dans les terres conquises et célébrait son triomphe. Après, on ne fait peut-être plus ce type de cérémonie, mais l'arc reste comme symbole d'une autre des qualités fondamentales du monde romain, avec celle de la pietas, qui s'appelait virtus. La virtus, c'est le talent, c'est la qualité, le courage, le talent militaire, qui a permis, par exemple, qui permet à l'empereur romain d'avoir occupé des nouvelles terres et surtout d'être capable de protéger le pays. C'est pour ça qu'il y a des arcs de triomphe partout. Et après, dès qu'on rentre dans la grande ville de Leptismania, des termes géantes. Vous en avez la petite reconstruction à côté. C'est des termes qui devaient contenir, c'est une capitale qui était grande comme Rome, donc c'est une grande capitale, et le forum. Et regardez, dans le forum, on retrouve exactement tout ce qu'on a vu. Les marbres, certains décors, là c'est des gorgones, l'utilisation des colonnes, cette richesse de décors. L'architecte qui a fait ce forum, il a copié celui de Trajan à Rome. Il manque deux, trois petites choses, mais même dans les proportions. Donc vous voyez, c'était Leptismania, on est quand même dans l'Afrique, mais c'était un même monde. Regardez, ça c'est le théâtre. De nouveau, le théâtre, il fait face à la mer, il est géant. Regardez de nouveau les marbres, l'utilisation des marbres comme matériel de construction. Et à côté, cette fois, ça malheureusement, c'est une mauvaise photo, mais il n'y en a pas d'autre. Un énorme amphithéâtre en bord de mer, dont là, théâtre, amphithéâtre, un entrée monumentale pour un air géante, c'est un cirque énorme. Donc là, il y avait le complexe, c'est une grande capitale, donc il y avait le complexe des trois éléments qui servaient pour célébrer les Ludi. Et je termine avec Tripoli. La ville de Tripoli, c'est une ville magnifique. À l'entrée du souk, donc du quartier du Moyen-Âge islamique, il y a ça. C'est un grand monument dédié à Marc Aurèle. C'est la seule chose romaine qui reste de Tripoli, mais vous voyez de nouveau un arc de triomphe. Ils sont là tous les symboles dans l'architecture, cette architecture qui nous reste, qui souvent est le seul témoignage, parce que vous devez penser qu'ici, il manque tout le reste. Il manque les images, il manque les statues, il manque tous ceux qui devaient décorer, en fait, ces lieux publics. Mais déjà, au travers de l'architecture, on s'aperçoit que ce n'est pas au hasard. Elle est identique, qu'on soit à Augusta Pretoria, qu'on soit à Leptismania, qu'on soit à Cyrène, qu'on soit dans des mondes qui ont dialogué avec des civilisations très différentes. On a un partage de bâtiments, mais qui est un partage de valeurs. C'est ça qui est intéressant. Donc, l'arc, le temple à l'intérieur du forum, la pietas, la virtus, c'est un même monde, une condivision, non seulement d'architecture, c'est une condivision de valeurs. C'est ça qui a fait la force. Et dans cette condivision de valeurs, cette condivision, elle est faite dans la lignée de l'intégration. Et ça, c'est l'autre élément fondamental. Je pense que ça sort de tout ce qu'on a vu. C'est ce monde qui est un monde qui dialogue, qui se transforme. C'est un monde qui nous rend proches. Mais cette proximité, cette condivision, elle est passée au travers d'une fusion.
Et c'est ça l'élément fondamental. Je vous disais, ce Liber Pater, dans ce temple qui est dédié à cette... La capacité, les religions polythéistes ont toujours fait ça, et toute religion polythéiste a beaucoup plus de facilité de faire ça. C'est-à-dire l'intégration des divinités existantes, non le remplacement, mais l'intégration. Et les Romains sont allés plus loin. Parce que non seulement ils ont intégré, mais ils ont fusionné les divinités qu'ils avaient avec les divinités nouvelles. Et justement, alors vous voyez, ça c'est le Liber Pater sur la gauche. Ça c'est un temple qui est au centre de la Sardaigne, à Antas. C'est un temple qui est dédié à Sardus Pater. Là aussi, c'était une divinité qui devait appartenir aux civilisations précédentes, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que c'était, mais que dans la nouvelle dédicace devient Sardus Pater. Vous voyez, c'est subtil, c'est extrêmement fort, c'est subtil. Et pour arriver au Grand Saint-Bernard chez nous, où il y a ceux qui sont les fondations, même si la photo n'est pas bonne, dès qu'il y a on peut, je vous conseille à tous d'aller visiter si quelqu'un ne le connaît pas, c'est trop beau. Derrière l'hôtel Italia, il y a ce plan de Jupiter où il y a ce qui reste des fondations d'un temple. Un temple qui était un temple à Jupiter, lui aussi. C'est un temple qui était au sommet du col, mais c'est un Jupiter très particulier. Déjà, il était là parce qu'il y avait un lieu de culte, vraisemblablement, déjà avant, parce qu'on a trouvé beaucoup d'objets déposés autour, là où après on a fait le temple, et pas très loin de là où aujourd'hui il y a la statue de Saint-Bernard. Et donc, c'est un Jupiter particulier. Et on le sait parce qu'on a énormément de tablettes votives qui portent un nom qui est dans un Jupiter, mais c'est un Jupiter Peninus. Le dieu Pen, ou le terme Pen en celte, était l'entité des montagnes. Dans le Jupiter Peninus du Grand Saint-Bernard, ce n'est pas le Jupiter de Rome. Vous voyez, c'est comme le Sardus Pater et c'est comme le Liber Pater en Afrique. C'est-à-dire cette capacité d'une intégration qui n'est pas seulement je prends la divinité et je la mets à côté de celle que j'ai, mais je prends les miennes et j'arrive à créer quelque chose qui n'est plus le monde romain d'avant, qui n'est pas le monde qui existait avant qu'ils arrivent les Romains, mais c'est quelque chose de complètement nouveau. Voilà, j'espère de ne pas avoir trop dépassé l'heure. Je vous remercie pour l'attention. Après, si vous avez des questions, bien sûr. Merci. Merci, Cinzia. Ça a été vraiment un voyage émouvant. Et la richesse archéologique de ces lieux, c'est incroyable. Bon, moi, vu qu'il y a la possibilité de faire quelques questions, je vous demande s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions à Cinzia. J'aimerais comprendre un peu mieux la partie du remonté des Italiens ou de la culture. En fait, je n'ai pas vraiment très bien compris le thème. Oui, dans le sens que habituellement, les sites archéologiques, les structures des bâtiments dans les sites archéologiques sont par terre, disons. Et voilà, physiquement. Et on a deux choix. Ou on décide qu'on les laisse et qu'on utilise par exemple des systèmes virtuels pour reconstituer. Ou sinon, on peut matériellement les remonter. Il y a des temples en Sicile qui ont été remontés. Et d'ailleurs, c'est sûrement les plus. Là, après, c'est des réflexions qui concernent un peu la restitution au public. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment très amusant et qui me rend vraiment, c'est que j'ai vu les Italiens au Soudan remonter les temples. C'est-à-dire utiliser le remontage réel, physique des temples comme modalité d'approche. Et que quand on en parle ici, c'est quelque chose qui est totalement tabou. On ne peut même pas l'imaginer parce qu'ici, on est puriste et on a toute une théorie sur
l'importance aussi de ceux qui arrivaient à un bâtiment après son abandon. Après. Tout est juste. Seulement que les gens vont en Égypte et ils ne viennent pas dans nos sites archéologiques. Voilà. Et donc, c'est sûr que après, c'est une question extrêmement complexe. Mais les universités italiennes remontent les temples ailleurs. Ça, parce que je les vois et chaque année, et pas que les Italiens, tous, les Allemands, les Français, tous. D'ailleurs, en Égypte, chaque année, il y a un temple nouveau, en quelque sorte nouveau, parce que, mais ils le font pas, ils le font avec des procédures qui sont quand même totalement le plus scientifique possible. Mais voilà, sans rentrer dans la question, c'est vrai que c'est curieux. Alors, ici, non, et là-bas, les mêmes. Là-bas, oui. En Égypte, je pense que tout le monde connaît l'Égypte, tout est remonté, je crois. Tout le monde s'en est aperçu. C'est très beau, c'est un pays magnifique, mais les temples sont remontés. Il n'y a pas des temples qui datent de il y a 5000 ans qui peuvent garder cette forme. Ça, c'est pratiquement impossible. Et par contre, on va là-bas, donc mais c'est très bien, parce que sinon, il n'y aurait jamais eu l'intérêt, parce que sinon, je pense que tout le monde qui a un peu expérience du monde archéologique sait très bien que la réflexion la plus logique qu'on fait, la plus fréquente, c'est que c'est qu'un tas de pierres. Voilà. C'est bien sûr que si ce tas de pierres devient autre chose, c'est... mais sans rentrer. Mais c'est vrai que c'est extrêmement curieux. C'est même... D'autres questions? Alors, oui. Voilà, je vous invite, je sais que la Libye pour le moment, mais dès qu'elle sera un petit peu moins... En fait, quand on est là-bas, on est très sûr, on est très rassuré. C'est un pays qui est très riche. Et parce qu'ils ont du pétrole partout qui jaillit dès qu'on fait un truc. Et les Libyens sont riches, contrairement à tous ceux qui nous ont raconté. Leurs sites sont intacts. La ville de Tripoli, c'est une ville splendide qui garde beaucoup d'Italie et qui est une ville extraordinaire. Et là-bas, on n'est pas, on s'aperçoit. Après, peut-être que demain, il y aura une guerre, j'en sais rien. Mais si jamais quelqu'un qui est plus courageux, qui n'a pas peur, c'est un pays magique. Parce qu'on est seul dans les sites. Et parce que c'est des sites tous sur le bord de mer, la plus grande partie. Et parce que nous, les Italiens, donc, on a été là-bas et on a rendu ces sites plus lisibles. Et donc maintenant, on a un complexe, un patrimoine qui est vraiment surprenant. Bien, alors, je vous remercie pour votre attention, pour votre présence. Le souhait est que le vestige de l'Empire romain en Afrique continue à nous rappeler, en quelque sorte, combien l'histoire relie les peuples et éclaire aussi notre compréhension du présent. Et merci, Cinzia. Merci beaucoup pour ta présence ici aujourd'hui. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne soirée.